le silence du thé qui fume, l'ombre d'un secret dans chaque geste. Ce soir, quelque chose s'est brisé là, où tout semblait paisible. Un parfum trahi, un regard évité et un crime dissimulé sous les plis d'une tradition immobile. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prêtez, entrons dans l'histoire. C'est par une matinée grise de janvier, alors que la pluie londonienne ourlait les vitres de Baker Street, que je surpris mon ami Hercule Poirot, penché sur une enveloppe de soie et ivoire, ornée de caractères japonais, tracés avec une élégance presque irréelle. Il la tenait du bout des doigts, comme on manipulerait un artefact précieux, et ses petites moustaches impeccables frémissaient d'un plaisir contenu. « Hastings, mon cher, dit-il enfin, voici une invitation que je ne saurais refuser. Le Japon, un congrès international sur les sciences de la déduction et les méthodes d'investigation modernes. Et figurez-vous, votre humble serviteur y est convié, en tant qu'invité d'honneur. » Je hochai la tête, d'abord surpris, puis conquis. Le Japon, terre de mystère, de discipline et de traditions millénaires, m'évoquait aussitôt des temples silencieux et des énigmes feutrées. Et moi, demandai-je, à moitié pour plaisanter. Vous, naturellement, mon ami, seriez-vous capable de me laisser seul parmi les érudits orientaux? Je compte bien sur votre œil naïf mais loyal, et sur votre plume fidèle. Et c'est ainsi que, quelques semaines plus tard, nous embarquions pour Kyoto, sans deviner que ce voyage nous mènerait au cœur d'un crime aussi silencieux que le thé qui infuse. Le train filait comme un serpent d'acier au milieu des forêts de bambous, et déjà Kyoto se dessinait à l'horizon, tout en toits de tuiles sombres et en nuages suspendus. Je contemplais les paysages avec une fascination enfantine, tandis que Poirot, impassible, époussetait le revers de son costume ivoire avec un soin absurde. Nous descendîmes à la gare dans une lumière dorée, presque irréelle, entre les reflets des lanternes rouges et les murmures feutrés des passants. Le silence n'était pas vide, il était cet habitus, chaque geste, chaque parole semblait peser, retenue, ritualisée. « Remarquez, Hastings, » fit Poirot, en désignant les lanternes qui bordèrent les ruelles. « Tout ici est affaire de symétrie, et voyez comme cela me plaît. » Je souris. Kyoto, avec ses temples, ses jardins miniatures et ses ruelles pavées, possédait ce charme discret que Poirot appréciait tant. Mais ce qui me troubla davantage, ce fut cette sensation étrange, dès notre arrivée, que quelque chose nous attendait. Non pas quelqu'un, non, mais bien quelque chose. Le vent était doux, mais portait dans son sillage une promesse muette. Comme si la ville nous observait en silence, prête à refermer sur nous une énigme tissée de silence et de thé. C'est le surlendemain de notre arrivée que nous fûmes conduits, sur la recommandation d'un professeur local, au salon de thé Shizuka. Le nom, nous expliqua notre guide, signifiait calme ou sérénité, et jamais mot ne fut plus justement choisi. Le bâtiment se dissimulait derrière un rideau de bambou, au fond d'un sentier de gravier blanc que nul bruit ne semblait oser troubler. À l'intérieur, tout n'était que papier de riz, bois laqué et silence enveloppant. Il y avait là une beauté si maîtrisée qu'elle en devenait presque inquiétante. Nous retirâmes nos chaussures, selon la coutume, et fûmes conduits dans une pièce basse, aux cloisons coulissantes, où le thé était servi selon un rituel d'une lenteur hypnotique. Je crus un instant que le temps lui-même s'était retiré, nous laissant suspendus dans un monde de gestes précis et de regards baissés. Poirot, lui, semblait étrangement à l'aise. Il observait, notait, ressentait.
Ses yeux ne quittaient pas la maîtresse de cérémonie, une femme au port digne et à la voix basse, dont les mains dansaient autour de la théière, avec la grâce d'un marionnettiste invisible. « Vous sentez, me glissa-t-il, à voix basse. Le thé? Non, mon ami. L'ordre. Et sous cet ordre, le poids du non-dit. » Nous fûmes présentés au couple qui dirigeait le salon. Lui, Kazuo Ishikawa, un homme d'âge mûr, mince, au visage impassible. Son costume sombre était d'une sobriété impeccable, et sa voix, quoique polie, portait une autorité discrète. Elle, Claire Ichikawa, née Dubois, une Française originaire de Tours, avait ce raffinement effacé que l'on retrouve chez certaines femmes, éduquées à l'ancienne. « Monsieur Poirot, dit-elle en s'inclinant légèrement, c'est un honneur de vous recevoir en notre maison. Le thé, ici, n'est pas seulement une boisson, c'est une mémoire, un serment silencieux. » Je fus frappé par sa voix, douce, mais empreinte d'une mélancolie qu'aucune étiquette n'aurait pu masquer. On devinait derrière son calme une femme façonnée par le renoncement, comme ces estampes où le blanc est plus important que le trait. Kazuo Ishikawa, lui, se montrait affable, mais distant. Il semblait peser chaque mot, comme s'il craignait qu'un mot de trop ne trouble une surface lisse, déjà fissurée. Poirot, naturellement, remarqua cela aussi. Son regard suivait les gestes du maître des lieux, comme on lit les signes sur une page cachée. « Il est un homme qui veut maîtriser le monde, » murmura-t-il plus tard. Mais il a laissé une faille dans son propre jardin. Alors que nous nous apprêtions à quitter le salon, ce jour-là, une note persistante me frappa. Un parfum discret, presque timide, mais tenace. Ce n'était pas le thé, non. C'était un encens, délicat, au jasmin, que l'on faisait brûler à peine, comme pour ne pas l'avouer. Poirot le remarqua lui aussi. Il resta un moment immobile, les narines frémissantes, les mains jointes derrière le dos. « Le jasmin, Hastings, » murmura-t-il. « Savez-vous ce qu'il symbolise, ici? La pureté, peut-être? L'adieu. » Il ne dit rien de plus, mais je le vis se retourner une dernière fois vers le seuil du salon, comme s'il cherchait à mémoriser les lignes du lieu, les plis du silence, les ombres immobiles. Et moi, pour la première fois, je sentis une tension imperceptible, une attente, quelque chose de beau, mais prêt à se briser. Le lendemain, à l'invitation de Kazuo Ichikawa, nous fûmes conviés à assister à une cérémonie privée, en présence de quelques convives triés sur le volet. Ce fut dans la pièce principale du salon de thé Shizuka, baignée d'une lumière tamisée et d'une odeur discrète de bois ancien, que nous prîmes place. Ils étaient 8 en tout, sans compter Poirot et moi. Chacun s'agenouilla ou s'assit, selon sa condition ou sa souplesse, autour de la table basse, en forme de demi-lune. Je fus frappé par l'étrange calme qui régnait, non pas celui de l'ennui, mais une discipline intérieure, comme si les émotions elles-mêmes avaient été invitées à se taire. L'ordre de placement n'était pas laissé au hasard. Il suivait une logique que je ne saisis pas immédiatement, mais que Poirot, naturellement, observa avec la plus grande attention. Les convives semblaient déjà savoir ce qu'ils devaient faire, comme s'ils avaient répété un rôle avant notre arrivée. Un homme en uniforme diplomatique s'inclina avec rigueur. Une jeune femme aux doigts tachés d'encre tenait sa tasse avec une révérence exagérée. Chacun de leurs gestes semblait à la fois maîtrisé et emprunté. Poirot, à ma droite, demeurait silencieux, mais je sentais son attention affûtée, comme un ressort tendu. Il m'effleura le bras du coude et me souffla. « Regardez, mon ami, ce n'est pas un salon, c'est une scène, et tous les acteurs sont déjà en costume. » Plus le cérémonial avançait, plus je ressentais une étrange impression, celle d'assister à une pièce dont le texte nous échappait.
les invités, artistes, diplomates, un écrivain étranger, semblaient chacun incarner un archétype soigneusement défini. Il y avait la discrétion, l'éloquence, la fierté, la résignation, mais aucun naturel. Poirot, bras croisés sur ses genoux, observait comme un chef d'orchestre qui écouterait une fausse note invisible à l'oreille profane. « Trop parfait », murmura-t-il sans bouger les lèvres. Je hochai la tête, sans oser poser davantage de questions. En effet, tout ici avait la beauté d'une composition, mais aussi son inconvénient. Le vrai semblait absent, remplacé par une harmonie trop maîtrisée. Même les silences semblaient réglés sur un métronome invisible. Et pourtant, quelque chose grondait sous cette surface impeccable. Un désaccord étouffé, peut-être, ou le souvenir d'un secret que tous refusaient de nommer. Je savais, par expérience, que lorsque Poirot sentait cette mécanique trop bien huilée, c'était qu'un engrenage s'apprêtait à se briser. Je suivais des yeux un va-et-vient de gestes millimétrés, lorsqu'un frisson, presque imperceptible, me traversa. Ce fut un regard, ou plutôt un échange de regards, qui en fut la cause. Kazuo Ichikawa, habituellement impassible, s'était figé une fraction de seconde lorsqu'une femme en kimono, ancien, s'était penchée pour recevoir sa tasse. Elle ne dit rien, ne sourit pas, ne bougea même pas les lèvres, mais ses yeux, eux, parlaient un langage que je ne comprenais pas encore. Elle s'appelait Yoshiko. Je l'avais entendue se présenter plus tôt, brièvement, avec une voix calme et sans aspérité. Mais à cet instant précis, ce fut comme si le silence tout entier avait été tendu entre elle et lui, comme un fil invisible vibrant sous le poids du non-dit. Poirot ne perdit rien de cette scène. Il n'intervint pas, bien sûr, mais ses paupières papillonnèrent légèrement. Et je savais, pour l'avoir vu 1000 fois, que cela signifiait « voilà quelque chose qui mérite d'être noté ». Je n'aurais su dire si le regard de Yoshiko exprimait l'amour, la rancune, ou peut-être une forme plus subtile de désolation. Mais il avait fissuré, pour une brève seconde, l'harmonie étouffante de la pièce. La cérémonie proprement dite commença, et avec elle une solennité nouvelle. Les ustensiles furent disposés avec une lenteur presque méditative. Chaque cliquetis, chaque froissement, chaque souffle même semblait codifié, comme si le monde s'était réduit à cette salle, à cette gestuelle figée dans le temps. Le silence s'alourdissait à mesure que l'eau chauffait, que les bols passaient de main en main. Il n'était plus seulement respectueux, il devenait pesant. On aurait dit un couvercle posé sur les esprits, étouffant les pensées, comme la vapeur d'un couvercle trop longtemps maintenu fermé. J'observais le visage des convives. Ils buvaient lentement, sans se regarder. Certains clignaient des yeux plus souvent que la normale. D'autres semblaient compter leur respiration. Poirot, lui, ne toucha pas au thé qui lui avait été servi. Il demeura dans une posture d'observation absolue, presque comme s'il assistait à un rite païen dont il fallait décoder les intentions cachées. Je ressentis, soudain, une tension étrange, une attente, comme si chacun savait qu'un instant charnière approchait, sans pouvoir l'éviter ni l'anticiper. Et moi, au milieu de cette scène suspendue, je n'osais plus bouger. Il me semblait que tout, absolument tout, dépendait du prochain geste, de la prochaine gorgée. Et ce fut là, dans ce moment de tension presque insupportable, que le fil invisible se rompit. Un cri, bref, étranglé, presque animal, s'éleva de l'autre côté de la pièce. Tous se figèrent. Kazuo Ichikawa, qui venait à peine de porter son bol à ses lèvres, était devenu livide. Son corps eut un soubresaut, puis bascula vers l'arrière. Il heurta la cloison de papier avec un bruit sourd et s'effondra, les bras écartés comme un pantin sans fil.
Le silence qui suivit fut encore plus insoutenable que celui qui avait précédé. Personne ne cria, personne ne bougea. Ce fut comme si le temps lui-même avait cessé d'avancer. Poirot se leva enfin, en douceur, les mains tendues devant lui comme pour calmer l'invisible. « Ne touchez à rien, s'il vous plaît. Pas un geste. » La maîtresse de cérémonie, Claire Ichikawa, s'était levée aussi, pâle comme un linge. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Je m'approchai à pas feutrés, le cœur battant. Le regard de Kazuo était vide, sa bouche, entr'ouverte, trahissait un spasme figé. Le bol, renversé, avait laissé une tache pâle sur le tatami. Poirot s'agenouilla, observa les doigts, les lèvres, puis le fond du bol. « Il est mort », dit-il calmement. Et dans le silence que cette phrase fit naître, une pensée me frappa. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un malaise, c'était un meurtre, et il venait d'avoir lieu, devant nous tous, dans la perfection millimétrée d'un rituel de paix. Le cri s'était tu, mais son écho semblait résonner encore dans les recoins du salon. Personne n'osait parler. Même la brise, au dehors, qui caressait d'ordinaire les bambous, semblait suspendue. Les invités, figés dans une posture d'incrédulité, attendaient qu'un mot vienne trancher ce moment irréel. Poirot, déjà debout, s'était avancé avec lenteur. Ses gestes n'étaient ni brusques ni autoritaires. Il n'avait pas besoin de hausser la voix. Il avançait dans la pièce comme on pénétrerait un lieu sacré, sans trouble visible, mais avec une concentration presque surnaturelle. « Personne ne quitte la salle », dit-il enfin d'un ton posé. « Il est essentiel que tout reste exactement comme il était. » Moi-même, je n'avais pas bougé. Il me semblait que le moindre pas ferait basculer quelque chose. Poirot s'agenouilla lentement près du corps, effleurant du bout des doigts les manches du kimono, le coude replié, le bol encore tiède renversé sur le tatami. Il ne cherchait pas l'émotion, il traquait l'anomalie. Dans la mort, il ne voyait pas la tragédie, mais la perturbation d'un ordre. Et c'était cet ordre brisé qu'il s'employait à reconstruire, miette par miette. « Hastings, approchez-vous », murmura Poirot en désignant le bol. « Voyez-vous ce détail, là, près de la base ?» Je me penchai. Un idéogramme discret, peint à la main, ornait la céramique. Rien d'étonnant en soi, tous les bols utilisés au salon portaient ces marques artisanales. « Je ne suis pas certain de comprendre, dis-je, mais c'est bien naturel, mon ami, car vous ignorez sans doute que dans une cérémonie du thé japonaise digne de ce nom, chaque convive se voit attribuer un bol précis, en fonction de sa place dans la hiérarchie du moment. Ce bol n'était pas celui de Kazuo Ichikawa. Je levai les yeux vers lui, surpris. Et vous en êtes sûr? Absolument. J'ai pris soin, en observateur attentif que je suis, de noter l'emplacement de chaque convive, ainsi que la manière dont les ustensiles ont été disposés. Ce bol-ci devait revenir à Jean-Marc Clément. Celui de notre hôte portait un motif de bambou que je ne retrouve pas ici. Cette révélation ouvrait un abîme de possibilités. Une erreur de service? Un échange volontaire? Une substitution dissimulée? Poirot fixa la pièce en silence, puis ajouta doucement « L'ordre ici est sacré. Le désordre, donc, ne peut être qu'intentionnel. » Poirot, accroupi près de la table, fit glisser lentement la manche de sa veste sous le plateau, et son doigt effleura quelque chose d'invisible à l'œil nu. Il le frotta contre son pouce, l'approcha de ses narines et fronça les sourcils. « Une poudre, dit-il, presque imperceptible, blanche, fine, inodore. » Je m'agenouillai à mon tour, regardant sous la table, mais je ne vis rien d'autre que le sol immaculé. « Vous avez vu ça d'ici » demandai-je, stupéfait.
Non, Hastings, je l'ai senti. Pas physiquement, non, mais logiquement. Il y avait dans cette mise en scène trop de précision pour qu'elle n'ait pas été préparée. Et dans toute préparation, il reste des miettes, même invisibles. Il saisit un mouchoir de lin, enveloppa soigneusement la trace et la glissa dans une pochette dédiée. Son geste était simple, mais révélateur. Il ne se contentait pas de chercher un coupable, il cherchait le geste qui trahit. « Nous la ferons analyser, dit-il, mais j'ai ma petite idée. Une poudre blanche, discrète, disposée sous une table, voilà une signature qui ne doit rien au hasard. » Ce ne fut que plus tard, dans une salle retirée mise à disposition par la police locale, que nous reçûmes les premières conclusions du médecin légiste. « L'individu a succombé à un empoisonnement foudroyant, dit-il, les yeux baissés sur un rapport tapé avec soin. L'agent toxique est un alcaloïde très rare, issu d'une plante locale, appelée Kurai Hana. Elle pousse dans les zones d'ombre, notamment dans les bois anciens, et n'est connue que des spécialistes. » Poirot hocha la tête avec lenteur. Un poison discret, mais précis, comme la cérémonie elle-même, n'est-ce pas? Le médecin poursuivit, en expliquant que la toxine devait avoir été ingérée quelques secondes à peine avant la perte de conscience. Le poison agissait par absorption buccale rapide, ce qui corroborait l'idée d'une substance déposée sur le rebord du bol plutôt qu'à l'intérieur. Je me sentis frissonner. Et cette plante, est-elle facilement accessible? Le médecin hésita. Seulement à ceux qui savent ce qu'ils cherchent, ou qui en ont déjà manipulé. Poirot croisa les bras, puis déclara « Ce n'est donc pas un meurtre commis dans l'impulsion, c'est un meurtre préparé, lentement, comme le thé que l'on infuse, mais que l'on dose à mort. » Ce soir-là, nous retournâmes au salon Shizuka, désormais déserté. L'encens avait cessé de brûler, mais l'odeur douce du jasmin persistait, comme un souvenir accroché au mur. Poirot, silencieux, s'assit à la place qu'occupait Kazuo Ichikawa, puis observa longtemps la pièce. Il promena son regard d'un point à l'autre, comme s'il recomposait la scène dans sa tête. Tout ici est apparence, Hastings, harmonie, tradition, beauté, mais c'est précisément là que se cachent dans les intentions les plus noires. Je ne dis rien. Il reprit. Ce bol échangé, cette poudre oubliée, ce poison que seuls quelques-uns peuvent se procurer. Ce n'est pas une erreur, c'est un message. Mais pour le comprendre, il faut d'abord reconnaître qu'ici, même le mensonge s'agenouille avec grâce. Et dans le silence retombé, je compris que pour Poirot, l'enquête ne faisait que commencer. Dans les heures qui suivirent la tragédie, Poirot demanda à rencontrer individuellement chacun des invités présents lors de la cérémonie. Il ne s'agissait pas d'interrogatoire, au sens strict du terme, mais plutôt de conversations encadrées avec une précision presque musicale. Chacun fut convié dans une pièce annexe du salon, aux tatamis impeccables, où les murs semblèrent avoir appris à écouter sans trahir. Moi-même, j'étais frappé par la manière dont mon ami adaptait sa posture, sa voix, son regard, selon son interlocuteur. Il n'interrompait jamais, ne haussait jamais le ton. Mais chaque silence, chaque soupir, chaque hésitation était pour lui une note dans une partition invisible. Il m'avait confié, jadis, que le mensonge s'habille rarement de mots, mais presque toujours de gestes. Ce jour-là, je compris ce qu'il voulait dire. Les invités, tous liés d'une manière ou d'une autre à Kazuo Ishikawa, parlaient un peu de lui en vérité. Ils parlaient d'eux-mêmes, de ce qu'ils étaient venus chercher ici, reconnaissance, pardon, pouvoir, ou peut-être simplement du thé. Et Poirot, d'un battement de cils, d'un froncement de moustache, notait ce qui n'était pas dit. Car,
Dans ce salon si bien ordonné, les silences criaient plus fort que les voix. Yoshiko entra avec lenteur, son kimono de soie glissant contre le sol sans bruit. Elle s'assit face à Poirot, droite, le regard baissé, les mains posées sur ses genoux, comme deux oiseaux repliés. « Vous étiez proche de M. Ichikawa, mademoiselle » demanda Poirot d'un ton feutré. Elle releva lentement les yeux. Il y avait dans son regard une profondeur douloureuse, comme un lac sous la brume. Il fut tout, pendant un temps, puis plus rien. Elle parlait avec un calme étrange, détaché, mais on devinait sous chaque mot une lutte ancienne, jamais vraiment close. Elle raconta leur engagement, puis leur rupture, provoquée, selon elle, par la volonté de Kazuo de s'affranchir de ses attaches passées, et surtout d'un amour jugé inadapté à ses ambitions sociales. « Il m'a dit un jour, murmura-t-elle, que l'eau du thé ne doit pas être troublée par des feuilles d'hier. Ce jour-là, j'ai su qu'il ne m'aimait plus. » Poirot ne répondit pas tout de suite. Il pencha la tête légèrement. « Vous lui en avez voulu, n'est-ce pas ?»« Non. J'ai appris à ne plus vouloir. Mais l'encens au jasmin, c'était mon odeur. Je le brûlais chez lui. Et même cela, il l'a gardé. Ses mains tremblaient à peine, mais ses yeux, eux, ne scièrent pas. Ils restèrent fixés sur un point invisible du sol, là où peut-être dormait encore leur histoire inachevée. Jean-Marc Clément se présenta à l'entretien avec une désinvolture mesurée, comme s'il jouait un rôle dont il connaissait trop bien les répliques. Son accent français semblait accentué à dessein, et il arborait ce regard distant que cultivent certains écrivains expatriés. « Monsieur Ichikawa ne m'aimait pas, dit-il d'emblée, et je lui rends bien la faveur. » Poirot leva à peine un sourcil. « Pourtant, vous étiez invité à sa cérémonie privée. Ce n'est pas un honneur que l'on accorde à un homme qu'on méprise. » Jean-Marc eut un petit rire sec. « Vous ne comprenez pas, monsieur. Ici, tout est jeu de façade. On sourit, on incline la tête, puis on plante des épines dans les ombres. Kazuo Ichikawa m'a invité pour m'humilier. Il voulait que je voie ce que je n'aurais jamais, sa reconnaissance. Il évoqua alors un incident récent, une querelle publique autour d'un texte ancien que Jean-Marc prétendait avoir restauré, mais que Kazuo avait accusé d'avoir été plagié. Il m'a traité de voleur d'esprit devant des universitaires. Cela, je ne le pardonnerai jamais. » Poirot croisa les bras. « Et pourtant, vous êtes venu. L'orgueil, monsieur. C'est une chose que nous partagions, Kazuo et moi. » Le silence qui suivit était lourd d'un aveu que l'homme n'osait pas prononcer à voix haute. Madame Aiko n'était pas jeune. Sa silhouette menue, ses gestes mesurés et son regard fixé légèrement au-delà de vous donnaient à ses propos une autorité étrange, presque spirituelle. Elle s'assit sans un mot, les mains repliées sur ses genoux, dans une posture de soumission plus cérémonielle que sincère. Poirot attendit longuement avant de parler. Ce silence, elle le soutint sans broncher. « Vous connaissiez le père de Kazuo Ichikawa, n'est-ce pas ?» Un imperceptible mouvement de tête, affirmatif. « Vous avez servi cette maison bien avant que Madame Claire n'en franchisse le seuil. »« Oui, » murmura-t-elle enfin, d'une voix douce. « Et je l'ai servi même lorsque le nom Ichikawa n'était plus prononcé avec honneur. » Poirot l'interrogea sur la journée, sur la préparation du thé, sur les invités. Elle répondit poliment, laconiquement, sans détour, mais sans émotion. À toutes ces phrases semblait se mêler une fidélité indéfectible, non à Kazuo, mais à quelque chose de plus ancien, de plus enraciné. « Le jasmin ?» demanda Poirot. « C'est vous qui l'avez disposé ?»
Elle baissa les yeux, puis dit « C'était la coutume, du temps de Natsume Ichikawa. Le parfum rassure les esprits. » Et elle ajouta, presque pour elle-même, « Mais certains esprits ne veulent plus être apaisés. » Naoko Ichikawa entra sans un mot, les yeux baissés et les mains serrées, autour d'un petit carnet à spirale. À peine assise, elle jeta un coup d'œil rapide vers la porte, comme si elle espérait qu'on vienne la chercher pour l'en tirer. Poirot, avec une douceur inhabituelle, lui demanda si elle voulait du thé. Elle refusa d'un hochement de tête presque imperceptible. « Mademoiselle, » commença-t-il, « vous étiez présente lors de la cérémonie. Pouvez-vous me dire ce que vous avez observé ?» Elle hésita longuement avant de répondre, comme si chaque mot coûtait une part de son souffle. « Je ne sais pas. Tout était comme d'habitude, mais je n'aime pas ces choses-là. » Poirot la regarda attentivement, sans la presser. « Vous n'aimez pas la cérémonie du thé ? Ce n'est pas la cérémonie, c'est le silence. On y entend trop de choses. » Elle s'arrêta là, mais ses doigts serraient maintenant son carnet avec une telle force que les jointures en blanchissaient. « Votre père comptait vendre le salon, n'est-ce pas ?» Elle baissa les yeux. Il disait que tout ça, c'était fini, que le monde voulait du béton et des chiffres. Poirot se pencha légèrement vers elle. « Et vous, que vouliez-vous » Elle ne répondit pas, mais une larme silencieuse, unique, vint rouler le long de sa joue, comme si, pour elle aussi, une partie de ce monde ancien venait de mourir. Lorsque les entretiens furent terminés, Poirot et moi nous retrouvâmes dans une salle attenante, encore imprégnée de la senteur de cèdre. Il restait un silence entre nous que je n'osais rompre. Poirot fixait un point invisible, les bras croisés, les sourcils froncés, non par colère, mais par réflexion intense. « Hastings, dit-il enfin, vous avez entendu comme moi. Chacun a une raison d'en vouloir à Ichikawa, une ancienne fiancée, et conduite, un écrivain humilié, une fille trahie, une servante fidèle au souvenir d'un autre homme. Vous trouvez cela trop parfait, hasardai-je. » Il acquiesça. « Justement, mon ami, un mobile trop évident est parfois l'arbre qui cache la racine. Ce que je cherche, ce n'est pas ce que chacun aurait pu faire, c'est ce que chacun n'aurait pas osé faire, sauf s'il y avait une autre vérité à protéger. » Il ferma les yeux un instant, puis ajouta « Ce crime n'a pas été commis dans la colère. Il a été orchestré avec une précision, presque cérémonielle, et je compris à la tension de sa mâchoire qu'il approchait d'un point de rupture, mais lequel, et qui, parmi ces figures si maîtrisées, avait laissé l'ombre se glisser dans le rituel. Le soir même, alors que nous étions sur le point de quitter le salon, pour regagner notre hôtel, un officier de police japonais nous aborda avec un air grave. « Monsieur Poirot, dit-il, nous avons procédé à une fouille des effets personnels de Monsieur Clément, comme vous l'aviez suggéré. Une fiole a été découverte dans sa valise. Elle contenait des résidus similaires à ceux trouvés sur le bol du défunt. » Je vis Poirot se raidir très légèrement, mais il ne manifesta ni surprise ni satisfaction. « Très intéressant, » répondit-il simplement. Jean-Marc Clément fut arrêté dans l'heure, emmené sans ménagement sous les regards des autres invités, consterné ou soulagé. Je ne savais dire, mais je vis, dans les yeux de Poirot, une chose que je connaissais bien. Ce n'était pas la résolution d'une énigme, mais le début d'une hypothèse plus profonde. Et dans sa voix, lorsqu'il murmura « Ce serait trop facile », il y avait l'ombre d'un piège déjà entrevu, mais non encore déjoué. Il était tard dans l'après-midi. Les rayons du soleil se filtraient à travers les parois de papier du salon désert, dessinant au sol des géométries tranquilles. Poirot m'avait demandé de jeter un œil aux pièces annexes.
à la recherche d'éléments négligés par la police locale. Non pas des preuves à proprement parler, mais, selon ses mots, des fragments de mémoire matérielle. J'ignorais alors ce qu'il voulait dire par là. Je me glissai donc dans une petite alcôve, dissimulée derrière un paravent en laque noire. Là, une étagère poussiéreuse s'enfonçait dans le mur comme si elle avait cessé d'exister aux yeux de tous. Mon regard s'arrêta sur une boîte en bois poli, d'un format discret, à moitié masquée par un tissu plié. Je l'ouvris avec prudence. À l'intérieur, un carnet, reliure de cuir souple, couverture sans titre, page cornée, mais d'une densité troublante. L'écriture à l'encre noire était fine, régulière, presque obsessionnelle. Un nom, Ishikawa, apparaissait en haut de plusieurs pages, accompagné de dates anciennes, remontant à l'avant-guerre. Je tendis l'objet à Poirot, qui, après l'avoir pris entre ses mains gantées, murmura simplement « Voilà ce que j'attendais. Un fantôme consigne toujours ses regrets avant de mourir. » Nous nous installâmes dans une pièce latérale, et Poirot entreprit la lecture du carnet, avec la lenteur cérémonieuse qu'il réservait aux documents vivants. Ses yeux suivaient les lignes sans hâte, mais son front, que je connaissais par cœur, se plissa dès les premières pages. Hastings, ce carnet n'appartenait pas à Kazuo Ichikawa, il est bien antérieur. Il fut rédigé par Natsume Ichikawa, son père. Le nom m'était familier. J'avais entendu Madame Aiko le prononcer avec une sorte de révérence mêlée de crainte, mais je n'avais pas saisi alors toute sa portée. Natsume, continua Poirot, dirigeait ce salon de thé avant son fils. Il était respecté, presque vénéré, pour son exigence morale et son attachement aux traditions. Mais il semblerait que sa vie ait connu une ombre bien plus sombre que ce que l'histoire familiale raconte. Je regardais par-dessus son épaule. Des passages évoquaient des conflits d'honneur, des silences imposés, des humiliations. Et toujours ce ton retenu, comme si le scribe écrivait à la fois pour dire et pour ne pas être entendu. Poirot ferma un instant les yeux. Il n'y a rien de plus tragique que les valeurs trahies par ceux qui les ont héritées. Ce fut à la page 47 du carnet que le récit changea de ton. Jusqu'alors discret, presque elliptique, le style devenait soudain plus heurté, comme si l'homme n'écrivait plus pour être relu, mais pour ne pas sombrer dans la folie. « Écoutez cela, Hastings », me dit Poirot en traduisant à voix basse, ligne après ligne. J'ai fermé les yeux sur ce qu'elle était devenue. J'ai cru qu'en l'excluant, j'épargnais le nom. Mais on ne cache pas une tache en cassant le vase. Le reste du passage était un mélange de douleur et de remords. Natsume Ichikawa racontait comment, dans les années 30, une histoire d'amour avait ébranlé sa famille. Sa nièce, ou peut-être sa fille d'illégitime, les termes étaient ambigus, avait été surprise dans une liaison jugée indigne. L'affaire, étouffée dans la honte, avait mené à ce que le carnet nomme un accident de baignade. Mais dans les marges, dans une écriture plus tremblée, figuraient ces mots. Elle n'a pas glissé, elle a sauté, et c'est moi qui l'ai poussée, par silence. Je me sentis glacé. Un suicide maquillé, murmurai-je. Et une culpabilité transmise, ajouta Poirot, comme une dette non réglée. Il referma lentement le carnet. Hastings, ce que nous venons de lire n'éclaire pas seulement le passé. Cela jette une lumière cruelle sur ce que Kazuo Ichikawa voulait effacer. En vendant cette maison, nous restâmes un moment silencieux. Poirot avait posé le carnet à ses côtés, mais son regard demeurait fixé sur un point immobile devant lui, non pas un objet, mais une idée, une silhouette ancienne qui commençait à prendre forme. Il y a parfois, Hastings,
des meurtres qui sont commis bien avant l'heure de la mort, des crimes sans cadavre, mais dont les conséquences traversent les générations. Je ne répondis pas. Les pages du carnet, jaunies par le temps, semblaient pourtant parler d'aujourd'hui, d'un silence familial trop lourd, d'un nom préservé au prix d'une vie et d'un fils qui, à son tour, s'apprêtait à effacer cette mémoire par la vente du salon. Kazuo Ishikawa, dit Poirot, n'a pas été tué pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il effaçait. En vendant cette maison, il fermait la dernière porte où un fantôme pouvait encore frapper. Cette phrase m'étonna. Elle était poétique, presque mystique, dans la bouche d'un homme aussi rationnel, mais je sentis, au fond de moi, qu'elle était juste. Le passé ne tue pas, dis-je. Au contraire, mon ami, murmura-t-il. C'est lui qui arme la main du présent. Nous étions sur le point de quitter la pièce lorsqu'un dernier détail nous arrêta. Dans l'une des pages du carnet, entre deux paragraphes aux marges serrées, une phrase unique, isolée, s'inscrivait en lettres plus larges, presque solennelles. Le parfum du jasmin portera sa mémoire. Poirot la relut 2 fois, puis refermant le carnet avec une lenteur mesurée, il dit simplement « Ce n'est pas un hasard. Le jasmin n'est pas qu'un encens ici, Hastings. C'est un signal, un fil entre les 2 morts. L'ancienne, couverte de silence, et la nouvelle, noyée dans les apparences. » Je sentis un frisson me parcourir. Ce parfum subtil, que nous avions senti dès notre arrivée, n'était donc pas un simple ornement d'atmosphère. Il était un appel, une trace, un rappel invisible laissé à ceux qui savaient lire. Et Poirot, en se relevant, ajouta d'un ton bas. La vérité, parfois, n'a pas besoin de mots. Elle flotte dans l'air, comme un souvenir obstiné. Ce fut dans la bibliothèque attenante, au salon principal, que Poirot fit, ce jour-là, une découverte d'apparence modeste, mais d'une portée insoupçonnée. Tandis que je feuilletais quelques recueils de poésie japonaise, en tentant d'en percer les allusions symboliques, tâche dans laquelle, je dois l'avouer, je ne brillais guère. Poirot s'était dirigé vers un rayonnage plus discret, dont les étagères penchaient légèrement sous le poids, d'ouvrages de gestion et de correspondances administratives. C'est là, glissé entre 2 classeurs, reliés de tissu beige, qu'il trouva une lettre non scellée, soigneusement pliée, d'une écriture fine et parfaitement régulière. Il la lut sans un mot, puis me la tendit sans commentaire. Il s'agissait d'un brouillon, vraisemblablement jamais posté. M. Ichikawa y annonçait son intention de céder le salon Shizuka à une entreprise immobilière basée à Osaka. Il évoquait, en termes sobres mais fermes, la nécessité de s'adapter à l'évolution du monde économique et la lassitude d'entretenir un lieu figé dans des valeurs mortes. Poirot referma doucement la feuille. Cette lettre n'a pas été envoyée, Hastings, mais elle a été écrite. Et dans une maison comme celle-ci, l'intention non dite vaut parfois plus que l'acte. Je sentis aussitôt que cette décision, si elle avait été devinée ou découverte, avait pu éveiller bien plus que de la colère, un chagrin ancien, profond, et peut-être meurtrier. Poirot demanda à revoir Naoko. Elle entra sans un mot, son visage toujours aussi fermé, mais ses gestes moins nerveux qu'auparavant. Comme si elle avait compris qu'il ne s'agissait pas d'un interrogatoire, mais d'une conversation nécessaire. « Votre père voulait vendre Shizuka, n'est-ce pas ?» dit Poirot avec douceur. Elle hocha la tête. Il disait que le passé n'avait plus d'utilité, que les étrangers ne comprennent rien aux traditions, et que bientôt, il n'y aurait plus personne pour venir. Elle marqua une pause, ses doigts jouant avec la couture de sa manche. « Moi, je voulais rester, pas ici, peut-être, mais garder le lieu. Il est à lui, mais il est aussi à elle. » Poirot ne dit rien,
mais je sentis qu'il avait compris. Elle, ce n'était pas Claire Ichikawa. C'était une autre femme, peut-être même une ancêtre oubliée, une figure que Naoko s'était appropriée comme guide muet. « Avez-vous parlé à votre père de votre désaccord ?» Elle secoua la tête. Il ne m'écoutait pas. Il disait que le silence valait mieux que les conflits. Poirot murmura alors, presque pour lui-même. Et pourtant, c'est dans le silence que les graines de la colère mûrissent. Nous avions entendu parler de M. Fujita par Madame Claire Ichikawa. Calligraphe réputé, il avait été sollicité par son époux pour réaliser une œuvre d'adieu destinée à orner l'entrée du salon en cas de vente. Poirot insista pour lui rendre visite dans son atelier, situé non loin d'un temple recouvert de mousses et de pierres. M. Fujita était un homme maigre, d'un calme presque spectral, dont chaque phrase semblait avoir été pesée, révisée, polie, avant d'être prononcée. « J'ai connu Kazuo Ichikawa avant même qu'il ne dirige Shizuka, » dit-il en déposant une fine feuille de washi sur le bureau. Il était précis, exigeant, mais quelque chose en lui s'était brisé ces dernières années. Poirot lui demanda de parler de la commande en question. Fujita sembla hésiter. Il voulait quelque chose qui dise « la fin », mais sans tristesse. Une œuvre qui exprimerait la transition, le détachement. « Et qu'avez-vous peint ?» demanda Poirot. « Un cygne noir, sous la pluie, seul au centre d'un étang vide. » Je fronçai les sourcils. « Un cygne noir ?» Fujita hocha la tête. Dans notre symbolique, il représente la trahison, l'élégance de ce qui a été sali. Kazuo le savait. Poirot ferma les yeux un instant. Il savait, en effet. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en commandant cette œuvre, il signait peut-être plus qu'une vente. Il signait son arrêt. De retour au salon, Poirot demanda à voir l'estampe commandée à Fujita. Elle n'avait pas encore été accrochée, mais reposait soigneusement roulée dans un tube de bambou, à l'intérieur d'un meuble discret. Claire Ichikawa s'en saisit avec précaution et nous permit de la dérouler sur une table basse. Je fus frappé par la force silencieuse de l'image. Le cygne, tout en courbe et en élégance, semblait presque s'éloigner du papier. Autour de lui, une pluie stylisée, faite de traits d'encre inclinés, tombait sans relâche. L'ensemble, bien que magnifique, dégageait une solitude froide, presque douloureuse. « Ce n'est pas une œuvre de célébration, » murmurai-je. « Non, Hastings, » répondit Poirot, « c'est une œuvre de deuil, et Kazuo l'a commandée lui-même. » Il pointa du doigt un petit cachet rouge apposé en bas à droite de la composition. « Cela, voyez-vous, signifie passage. Mais le passage de quoi? Du père au fils? De la tradition au progrès? Ou de la mémoire à l'oubli ?» Je demeurai silencieux, car en vérité, j'avais le sentiment que ce cygne noir n'était pas seulement le reflet d'un homme isolé. Il était aussi, peut-être, l'écho d'une trahison plus ancienne, celle qu'un lieu n'avait jamais pardonnée. Poirot insista pour que l'estampe soit examinée de plus près. Il obtint l'intervention discrète d'un laboratoire affilié à l'université de Kyoto. Le résultat fut communiqué 2 jours plus tard, dans un rapport sobre, mais d'une clarté implacable. « Les fibres du papier, » dit Poirot en me tendant le document, « contiennent des traces de la même toxine que celles retrouvées sur le bol de thé. » Je le regardai, abasourdi. « Vous voulez dire que le poison était dans l'œuvre? Pas dans l'encre, non. Mais le papier lui-même avait été manipulé, ou plutôt préparé, avec soin, avec préméditation. » Il me désigna un passage du rapport. Le dos de la feuille, légèrement imprégné à certains endroits, présentait une concentration infime mais suffisante d'un alcaloïde végétal, identique à celui identifié par le médecin légiste. « Et pourtant, dis-je, personne n'a touché cette estampe depuis. »
Sauf Kazuo Ichikawa, Hastings. Il l'a déballée, l'a examinée, l'a peut-être même caressée. Pour un homme comme lui, l'œuvre d'art n'est pas un objet. C'est un lien, une conclusion, une signature. Poirot reposa le rapport avec lenteur. Ce papier ne portait pas seulement une image, il portait une intention, une vengeance subtile, lente, presque invisible, comme une encre qui ne sèche jamais. Il était à peine 8 heures ce matin-là, lorsque la police japonaise, dans une rigueur polie que seuls eux savent conjuguer au silence, se présenta au ryokan, où résidait Jean-Marc Clément. Une escouade sobre, sans ostentation. Pas de menottes visibles, pas d'éclat de voix, mais une détermination froide qui ne laissait place à aucun doute. L'écrivain français était désormais considéré comme le suspect principal. La presse, qui avait déjà flairé l'affaire depuis quelques jours, se massait à l'entrée. Des appareils photos cliquetaient en sourdine. Les journalistes notaient à la hâte des observations qu'ils traduiraient dans un vocabulaire plus spectaculaire, une fois de retour à leur salle de rédaction. Jean-Marc, lui, descendit les marches d'un pas lent. Il n'opposa aucune résistance, mais son regard brûlait d'un feu sec, contenu. En me croisant, il eut un rictus sans joie. On aime toujours le roman, Hastings, mais on brûle vite son auteur. Je n'eus pas le temps de répondre. Il fut conduit dans la voiture officielle, sans un mot supplémentaire. Claire Ichikawa, présente à quelques mètres de là, détourna le regard. Et Poirot, qui avait tout observé depuis le seuil d'un kiosque du jardin, croisa les mains dans son dos. « Trop théâtral », murmura-t-il, « trop rapide. Quand la solution vient trop vite, mon ami, c'est souvent que la scène est truquée. » Ce même soir, tandis que la ville s'enveloppait dans sa brume feutrée, je trouvais Poirot assis seul dans la petite pièce qu'on nous avait réservée, entouré de ses papiers, de son carnet de notes et d'un bol de thé qu'il n'avait pas touché. « Vous semblez troublé, » lui dis-je. Il leva les yeux vers moi, mais ne répondit pas immédiatement. Enfin, il prononça avec lenteur. « L'homme est cultivé, orgueilleux, mais il n'est pas stupide. Pourquoi conserver sur lui une fiole contenant la même toxine que celle utilisée pour commettre le crime? Pourquoi ne pas s'en débarrasser, la dissimuler, ou du moins la dissuader d'exister? » Je hochai la tête. « Vous pensez qu'elle a été placée là? Je le suppose, mais je n'ai pas encore la preuve. Ce que je sais, c'est ceci. Lorsqu'un puzzle se met en place trop facilement, c'est qu'on a peut-être échangé la boîte. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta net. « Hastings, il me manque encore une pièce, une infime chose, quelque chose que j'ai vu, senti peut-être, mais que je n'ai pas su nommer. » Et dans ses yeux brillait cette lueur que je connaissais bien, celle d'un homme qui s'approche du cœur obscur d'une énigme, sans en connaître encore l'entrée véritable. Nous retournâmes au salon Shizuka au petit matin, alors que les pierres du jardin zen semblaient encore tièdes de la nuit. Poirot me demanda de le laisser seul un moment, et je respectai son silence. Il s'assit sur le banc de pierre qui faisait face à la mer de gravier ratissé à la perfection. Pas un bruit, sinon le froissement discret des feuilles dans les bambous. Puis, lentement, il se leva, contourna les pierres, observa les ouvertures, les angles, les directions du jardin. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Hastings, » dit-il doucement, « vous souvenez-vous de l'encens au jasmin brûlé pendant la cérémonie? » Bien sûr. Mais tous les invités l'ont-ils senti? Je restais interdit. Le vent, Hastings, le vent soufflait ce soir-là, dans une direction précise. Ce parfum, aussi délicat soit-il, ne pouvait être perçu que par ceux qui se trouvaient dans l'axe de sa course. Il désigna une zone du jardin.
Seuls 2 convives se trouvaient en position de le sentir sans obstacle. Et il ajouta d'un ton bas, « Il est des poisons qui tuent sans douleur, mais il est des indices qui tuent les illusions. » Poirot se pencha sur le plan du salon, griffonné de mémoire par ses soins. Il y indiqua l'orientation du vent, les ouvertures du bâtiment et la position de chaque convive au moment précis de la cérémonie. L'encens piégé, s'il l'était, n'aurait diffusé qu'en ligne droite, soufflé par cette brise constante venue de l'ouest. Or, un seul invité, un seul, se trouvait directement dans cette trajectoire et ne pouvait ignorer l'altération du parfum. Je compris, à son ton, qu'il ne parlait plus seulement de géographie, il parlait d'intention. Cette personne, Hastings, avait le choix. Sentir et réagir, ou sentir et se taire. Il replia le croquis avec soin, le glissa dans sa poche intérieure, puis déclara avec une intensité glaciale. L'assassin n'a pas seulement manipulé un bol, il a manipulé le silence lui-même. C'est dans une atmosphère étrange, presque suspendue hors du temps, que Poirot fit porter des invitations à chacun des protagonistes. Une convocation, disait-il, pour une dernière réunion au salon de thé Shizuka, ce même lieu chargé de silence, où s'était jouée la tragédie initiale. Nul ne protesta. Chacun s'y rendit, avec la solennité d'un rendez-vous qu'on n'ose refuser. Je me souviens du bruissement feutré des pas sur les tatamis, des regards évités, des souffles contenus. Les lanternes, cette fois, ne semblaient plus festives. Elles éclairaient non plus un moment de partage, mais quelque chose qui relevait du jugement ancien. Poirot se tenait debout, mains croisées, tel un officiant de vérité plus que d'enquête. Son regard alla de l'un à l'autre, avec cette acuité tranquille qu'il savait manier comme un scalpel. Puis, il parla, et sa voix résonna avec une douceur glaciale. « Mes amis, ce soir, nous allons rejouer ensemble une cérémonie, non pour honorer les vivants, mais pour éclairer les morts. » Personne ne répondit. Claire Ichikawa baissa les yeux. Naoko resta droite, mais sa gorge se contracta imperceptiblement. Le professeur Nakamura, lui, tapotait nerveusement le rebord de sa chaise. Poirot fit un pas en avant. Ce que nous avons cru voir doit être revu. Ce que nous avons cru comprendre doit être repensé. Et déjà, sans qu'aucun ordre ne soit donné, les ombres de la nuit semblaient se rapprocher pour écouter. Poirot demanda à chacun de reprendre sa place exacte telle qu'elle fut occupée lors de la cérémonie funeste. Il avait tout mémorisé, l'ordre des sièges, la direction du vent, la position des lanternes. Pas un détail ne lui échappait, et il les corrigea d'un mot ou d'un geste dès qu'une hésitation surgissait. Mademoiselle Naoko, ici, à gauche du paravent. Madame Aiko, face au bol, offert par Kazuo. Monsieur Clément, légèrement en retrait. Très bien. L'espace retrouva alors cette tension familière, celle d'un instant figé dans l'attente d'un événement inéluctable. Poirot invite Naoko à simuler, sans toucher aux objets, le service du thé tel qu'elle l'avait accompli ce soir-là. Elle obéit, les gestes tremblants, les yeux brillants d'un trouble ancien. Lorsque vint le moment de désigner le bol réservé à son père, elle hésita. Poirot l'arrêta d'un murmure. « C'est précisément ici que tout a basculé. » Puis il prit la parole devant tous. Quelqu'un a modifié le cours du rituel, mais ce geste n'était pas le fruit d'un crime prémédité. Il était l'écho d'un cœur tiraillé entre le devoir et l'amour. Un murmure parcourut l'assemblée. « Car voyez-vous, dit-il, un bol fut échangé, pas par malveillance, mais par crainte. » Il désigna le plateau central, puis se tourna lentement vers Naoko, sans violence, mais avec cette compassion tranchante qui ne laisse aucune échappatoire.
Mademoiselle, vous avez agi, mais vous n'avez pas tué. » Et dans le silence qui suivit, je crus percevoir la fissure d'un sanglot, timide mais irrévocable. Naoko s'était levée, mais ne disait mot. Elle semblait se battre intérieurement contre une marée de souvenirs et de pudeur. Poirot s'approcha d'elle sans un mot, puis, de sa voix basse et assurée, l'invita à parler. Vous aimiez votre père, mais quelque chose en vous se rebellait contre sa décision, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, puis, d'une voix cassée, « Je n'ai jamais compris pourquoi il voulait vendre ce lieu. Cet endroit n'est pas un simple salon. C'est l'âme de notre famille. » Elle marqua une pause, puis poursuivit. « Ce soir-là, quand j'ai vu les bols, j'ai paniqué. J'ai reconnu celui qu'il m'avait dit de réserver à Madame Aiko. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai échangé. Je voulais juste rompre le cours des choses. » Poirot, loin de la condamner, se contenta de dire « Vous avez déplacé un destin, sans savoir que quelqu'un d'autre y avait déjà semé le poison. » Elle ferma les yeux. Je croyais, au fond de moi, que changer un détail suffirait à changer son esprit, que si le thé allait à un autre, tout s'arrêterait. Il s'inclina légèrement. Ce n'était pas la main d'une meurtrière, mais celle d'une fille perdue entre deux fidélités. Et ce faisant, il tourna lentement son regard vers l'autre côté de la pièce, là où la véritable ombre attendait encore d'être nommée. Madame Aiko n'avait pas bronché. Drapée dans son silence, comme dans un kimono d'orgueil ancien, elle observait Poirot avec une froideur polie. Mais l'instant était venu, et mon ami ne laissa aucun doute planer. « Madame Aiko, » dit-il doucement, « vous connaissiez Kazuo Ichikawa depuis longtemps. Vous l'avez vu devenir l'héritier d'un lieu sacré pour en faire une marchandise. Il a humilié les rituels, renié la transmission. Vous, en revanche, vous étiez le témoin vivant d'un Japon ancien, d'un code qu'il n'a pas respecté. » Elle le regarda, impassible. Il voulait vendre. Vous le saviez. Vous avez appris que Naoko ne serait pas écoutée. Alors, vous avez agi. Poirot avança lentement, comme si chaque mot devait se poser avec exactitude. Vous avez imprégné un bol, pas celui destiné à Kazuo, non, car vous saviez que la cérémonie n'était jamais figée. Vous avez choisi le symbole, et vous avez su que, tôt ou tard, il lui reviendrait. Madame Aiko baissa les yeux. Il fallait que le geste vienne du rituel lui-même, dit-elle enfin, qu'il soit juste, dans le déséquilibre qu'il avait causé. Un frisson passa dans l'assemblée. Ce n'était pas la vengeance d'une femme blessée, murmura Poirot. C'était la sentence d'une tradition humiliée, et en cela, son crime avait été à la fois glacial et étrangement pur. L'élément clé, reprit Poirot, ce fut l'encens, ce doux parfum au jasmin, si familier, si subtil. Il marqua une pause, puis reprit. Ce n'était pas seulement un hommage, c'était un leurre. Car vous saviez, Madame Aiko, que ce parfum, lié à un ancien suicide familial, masquerait parfaitement la présence d'une substance amère. Vous avez recréé un ancien sacrifice en inversant son sens. Le silence se fit plus dense encore. Le jasmin, dans votre tradition, est un symbole de pureté, mais aussi de séparation. Ce soir-là, vous n'avez pas tué un homme, vous avez purifié un lieu, un acte rituel, mais profané par la main humaine. Madame Aiko ne nia pas. Il ne méritait pas le silence des ancêtres. Poirot hocha lentement la tête. Alors vous lui avez donné le silence, éternel. Ce fut une phrase douce, sans haine. Mais elle résonna comme un glas. Personne ne parla. Madame Aiko se leva lentement, lissa les plis invisibles de sa robe et inclina la tête. Elle ne dit ni oui ni non. Elle n'offrit ni explication ni excuse. Et pourtant,
Il n'y avait plus rien à dire. Claire Ichikawa ferma les yeux. Naoko pleurait sans bruit. Le professeur Nakamura regardait ses mains, comme s'il les découvrait soudain étrangères. Et moi, je sentais cette étrange sensation qu'on éprouve parfois dans les églises désertes, un sentiment de sacrilège effacé et d'apaisement tragique. Poirot s'avança, recueilli. Il faut parfois briser un silence pour comprendre pourquoi il existait, et le murmure de la mer, derrière les panneaux de papier, reprit sa place dans l'ordre du monde. Le lendemain matin, un silence inhabituel régnait sur le salon Shizuka. Ni murmure, ni parfum. L'évidence du vide me frappa dès l'entrée. Naoko se tenait près du comptoir, immobile, ses doigts caressant machinalement la porcelaine d'une tasse vide. Poirot l'observait avec une douceur rare, sans un mot d'abord. Puis il s'approcha lentement et parla d'une voix posée, presque paternelle. « Mademoiselle Naoko, le poids que vous portez n'est pas celui d'un crime, mais d'un amour contrarié. » Elle leva vers lui un regard trouble. « Et pourtant, c'est moi qui ai déplacé le bol, j'ai rompu l'équilibre, ce lieu était sacré, j'ai souillé son ordre. » « Non, » dit Poirot doucement, « vous avez simplement tenté d'empêcher l'irréparable. Vous avez voulu faire douter le destin, et cela n'est pas une faute, mais une humanité. » Elle détourna les yeux, mais je vis ses épaules se relâcher, imperceptiblement. Poirot resta silencieux un instant, puis ajouta « La douleur ne vient pas de ce que vous avez fait. Elle vient de ce que vous avez aimé profondément un homme qui n'écoutait plus les vivants ni les morts. » Naoko serra les lèvres. Il n'y avait plus de larmes, seulement ce vide que laisse le passage d'une tempête intérieure. Et dans ce silence, je compris que quelque chose se reconstruisait, lentement, mais avec dignité. Ce même après-midi, Poirot invita Naoko à marcher avec lui dans l'enceinte silencieuse du salon. Ils firent halte devant une photographie ancienne, légèrement jaunie, accrochée à un mur de bois verni. Le fondateur du lieu, sabre à la ceinture et regard calme. Poirot la contempla longuement, puis déclara « Voilà où tout a commencé. Le silence, le thé, la respiration lente des siècles. » Naoko répondit à mi-voix « Et voilà ce que j'ai failli perdre, tout ce que je croyais éternel. » Poirot sourit. « Ce qui est éternel n'est jamais un lieu, mademoiselle. C'est l'intention, le fil rouge, comme diraient les anciens japonais. Celui que rien ne coupe, même la mort. » Il lui tendit un rouleau ancien, conservé avec soin dans une armoire basse. « Votre père a commandé cela à M. Fujita peu avant sa disparition. Il n'a pas eu le temps de vous l'offrir. C'est une estampe représentant le salon tel qu'il l'avait imaginé pour l'avenir, plus lumineux, plus ouvert, mais fidèle à son esprit. » Naoko le déplia lentement. Ses mains tremblaient. « Il ne voulait pas le vendre ?» ?»« Il hésitait, » répondit Poirot. « Il se débattait entre sa modernité et son héritage. Il était tiraillé, comme vous. Et cela l'a perdu. » Elle ferma les yeux, puis hocha la tête. « Je comprends mieux, et je crois que je suis prête à commencer quelque chose de nouveau, dans le respect, pas dans la rupture. » Le soir venu, les autorités vinrent chercher Madame Aiko. Je crus un instant que ce moment briserait la fine dignité dont elle s'était entourée depuis la veille. Mais il n'en fut rien. Elle s'inclina devant chacun avec lenteur, comme dans une cérémonie invisible dont elle seule connaissait les codes. Lorsqu'elle arriva devant Naoko, celle-ci tenta de parler. Mais Madame Aiko leva doucement la main, l'arrêtant dans son élan. Puis elle tourna ses yeux vers Poirot. « Ce n'est pas un crime que j'ai commis, » dit-elle. « C'est une mémoire que j'ai vengée. Il y a des morts que l'on doit honorer avec des gestes que les vivants ne peuvent mieux comprendre. » Poirot ne répondit pas. Il incline simplement la tête,
Madame Aiko ajouta plus bas, use. Dans notre tradition, celui qui rompt le silence sacré rompt l'équilibre du monde. Il faut alors rétablir le poids des ancêtres. Elle n'avait ni rancune, ni peur. Et lorsque les portes se refermèrent derrière elle, un souffle presque religieux sembla passer sur le salon. Le lendemain matin, Poirot me demanda de l'accompagner dans le jardin zen, celui que Kazuo Ishikawa avait fait aménager à l'arrière du salon. L'air était vif, et les premières solfeuilles rousses tombaient en silence sur les pierres moellibus claires. Nous marchâmes lentement, sans parler. Le vent soulevait parfois un parfum discret de jasmin, comme un écho lointain des jours passés. Poirot s'arrêta près du petit bassin, observa un instant la surface immobile, puis dit « Ce lieu a failli mourir, mais il respire encore. » Je hochai la tête. « Grâce à vous. » « Non, Hastings, grâce à ceux qui ont compris. Compris que la fidélité ne consiste pas à conserver, mais à transmettre avec discernement. » Il tira de sa poche un petit sachet d'encens. « Le dernier, » murmura-t-il, « celui qu'elle n'a pas utilisé. » Il l'alluma, le posa sur une pierre plate. Le parfum se répandit, léger, presque insaisissable. Un adieu, ou peut-être une bénédiction. Puis, sans mot de plus, nous restâmes là. Le silence du jardin était parfait, ni pesant, ni vide, simplement juste. Alors que nous quittions le jardin, le pas ralenti par la gravité des événements, je me permis une réflexion que je portais en moi depuis des jours, sans parvenir à lui en faire part. « Poirot, dis-je doucement, pensez-vous que les traditions méritent toujours d'être protégées? Je veux dire, au prix du silence, de la douleur, parfois même du sang. » Il tourna vers moi un regard attentif, sans répondre d'emblée. Je poursuivis. J'ai servi dans l'armée. J'ai vu des hommes mourir au nom de principes qu'ils ne comprenaient qu'à moitié. Ici, c'est autre chose, bien sûr. Mais au fond, est-ce si différent? Madame Aiko a tué pour une idée. Naoko a failli se briser pour préserver un rituel. Et cet homme, Ichikawa, il a trahi les vivants pour rester fidèle à des ombres. Poirot resta silencieux un instant, les mains croisées derrière le dos. Le vent soulevait quelques feuilles, comme si même la nature hésitait à répondre. « Les traditions, mon ami, dit-il enfin, sont des vases anciens. Elles contiennent la mémoire du monde. Mais si l'on boit sans discernement, le poison peut s'y mêler. » Je hochai lentement la tête. Oui, les traditions peuvent honorer, mais elles peuvent aussi cacher la peur du changement, ou le besoin d'effacer les blessures plutôt que de les guérir. Nous nous étions arrêtés sur un banc de pierre, encore tiède malgré l'heure tardive. Le calme du jardin persistait, paisible mais chargé. Poirot sortit une petite boîte de sa poche, contenant quelques feuilles de thé qu'il avait conservées depuis notre arrivée. Il les fit glisser dans sa paume et les observa comme s'il déchiffrait un texte sacré. « Le thé, Hastings, » dit-il lentement. « C'est un art, une science et une métaphore parfaite du cœur humain. » Je fronçai les sourcils, intrigué par cette digression. Observez bien, chaque feuille est roulée, façonnée, séchée. Elle a connu le feu, la vapeur, le temps. Lorsqu'on la plonge dans l'eau, elle se déploie, se révèle, mais si l'eau est trop chaude, trop brutale, alors tout est gâché. L'amertume l'emporte, et l'âme du thé s'évapore. Il fit une pause, les yeux fixés sur les feuilles. Il en va ainsi de l'être humain. Trop de pression, trop d'orgueil, et la vérité devient amère. Les intentions les plus pures se transforment en obstination. La tradition devient tyrannie. Je restais pensif. Cette comparaison, loin d'être poétique seulement, touchait juste. Naoko, Madame Aiko, Kazuo. Chacun avait voulu préserver un parfum, une essence,
mais aucun n'avait su trouver la bonne température. Poirot conclut. Un seul degré peut tout changer, une seule goutte, et l'harmonie se brise. Nous nous apprêtions à quitter les lieux lorsque Poirot s'arrêta une dernière fois, juste avant la sortie. Il tourna lentement sur lui-même, comme pour imprimer à jamais l'image du jardin, du salon, de ses âmes croisées. Puis à voix basse, presque pour lui-même, il murmura « Hastings, peut-on vraiment tourner la page sans que l'âme ne saigne un peu ?» Je ne répondis pas. Il n'attendait pas une réponse. Cette question, suspendue entre nous, s'infiltra dans le silence, comme le parfum d'un encens ancien. Nous avions résolu l'affaire, identifié la main coupable, restaurer une forme d'ordre. Mais à quel prix? Je compris alors que Poirot, dans sa sagesse, ne cherchait pas à clore un mystère. Il acceptait, avec une douleur contenue, que certaines vérités blessent, et que toute lumière projetée fait naître une nouvelle ombre. Nous reprîmes notre marche. Le jardin disparut derrière nous, lentement avalé par le soir. Et dans mon cœur, cette question flotta longtemps, fragile et insondable, comme la dernière vapeur d'un bol de thé trop chaud. Parfois, les silences anciens pèsent plus lourd que les cris les plus violents. Et vous, auriez-vous perçu, dans l'arôme du jasmin, l'écho discret d'un crime d'honneur? Dites-le-moi en commentaire. Et si cette enquête vous a touché, laissez un like, abonnez-vous pour d'autres mystères, et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les secrets murmurés. Car certaines vérités, même dévoilées, continuent de flotter, comme une brume légère sur les souvenirs.